Quels critères utiliser pour analyser un projet de crowdfunding immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager 7 critères différents que j'utilise et que j'ai peaufiné depuis de nombreuses années parce que j'investis sur ce type d'investissement depuis 2017. Alors il y a les critères d'un côté, mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que choisir un bon projet de crowdfunding immobilier qui correspond à tes propres choix, c'est aussi se baser sur tes sensibilités personnelles parce que bien entendu, tu vas préférer peut-être investir dans des projets qui sont à proximité de chez toi parce que tu connais la localité. Tu vas peut-être préférer également investir sur certains types de projets, marchands de biens, promotion immobilière ou autres. Donc c'est important également de suivre tes sensibilités. Et pourquoi c'est important de suivre donc tes propres sensibilités et également certains critères, c'est tout simplement avant tout pour bien dormir. En investissant sur des projets dans lesquels tu es confiant, automatiquement tu vas mieux dormir, tu vas être serein bien sûr sur tes propres investissements. Alors également il faut bien sûr investir dans ce que tu comprends, c'est pour ça qu'il faut se former et lire bien entendu les plaquettes. Et dans cette vidéo donc je vais te donner mon avis, les 7 critères que j'utilise qui sont vraiment liés aussi à mes sensibilités et mon expérience personnelle. Alors le premier critère que je voulais aborder avec toi, c'est la diversification. Alors c'est à plusieurs niveaux. Le premier point, bien entendu, c'est qu'il faut diversifier ses investissements dans plusieurs projets. Si tu as 10 000 euros, tu ne vas pas faire all-in sur un projet. Clairement, on ne fait pas ça. Même mettre 2 billets de 5 000 euros sur 2 projets, c'est une erreur. Il faut plutôt chercher à investir 10 000 euros sur plus de 5 projets, peut-être même 10 projets. Et comme ça, tu vas avoir une certaine diversification qui fait que si un projet capote, et ça arrivera, bien entendu, tu auras les 9 autres qui te permettront de préserver donc ton capital et de toucher des intérêts. Le deuxième point, c'est également de diversifier les porteurs de projets, parce que si tu investis 50% de ton capital en crowdfunding immobilier sur le même porteur de projet, tu as un risque. Il peut arriver tout et n'importe quoi, que ce soit sur ses projets, mais également sur sa personne, et ça pourrait te mettre en difficulté sur ton capital. Et clairement, ça, on veut l'éviter. Autre point, c'est de diversifier également tes investissements par plateforme. Alors, je ne suis pas le meilleur exemple pour cela. D'un côté, j'ai investi dans plus de 25 plateformes jusqu'à présent, donc ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, mon patrimoine est quand même, ou mon capital est énormément investi sur la première brique. Alors, j'essaie de diversifier d'une part, mais après, effectivement, la qualité de cette plateforme m'amène toujours à investir régulièrement sur leurs projets, même si, de temps en temps, je vais investir sur des projets d'autres plateformes. Alors, si tu veux découvrir d'autres plateformes, je te mettrai un petit lien en description. Ça te permettra d'accéder à cette page-là où je référence en fait toutes les offres proposées par les plateformes. Alors bien sûr, chaque clic correspond à un lien affilié, mais ça te permettra à ton niveau, surtout si tu débutes, de toucher des bonus intéressants comme par exemple 100 euros sur la plateforme Clubfunding, 100 euros également sur Razer sur le premier et le deuxième projet, avec une répartition de 50 euros et 50 euros, et puis pas mal de bonus intéressants qui vont te permettre donc de t'inscrire sur certaines plateformes et d'obtenir un coup de boost, et ça c'est pas anodin, surtout quand tu te lances, d'obtenir 100 euros si tu investis 1000 euros, c'est déjà 10% de gagné. Donc on va continuer maintenant avec le deuxième critère qui est pour moi très important dans l'analyse et dans la sélection de tes projets, c'est la typologie du projet. Alors moi, personnellement, vis-à-vis de mes affinités et de mon expérience, je préfère les projets de marchand de biens. Tout simplement parce que j'ai déjà fait une rénovation d'un bien pour faire une colocation. J'ai également fait un studio chez moi pour le louer en location courte durée. Et également, j'ai pas mal de contacts donc sur Bordeaux avec des marchands de biens, ce qui fait que j'ai quand même une certaine sensibilité sur ce type de projet. Et donc, inévitablement, je vais être beaucoup moins sensible aux projets de promotion immobilière parce que déjà, j'ai jamais personnellement fait de construction à titre personnel, et également parce que je trouve que c'est un marché quand même difficile en ce moment avec la crise qui a eu lieu. Il y a également des marges sur les projets qui sont assez faibles, et également le taux proposé est souvent, à mon sens, par rapport à ce que je vois, plus faible par rapport à des projets de marchand de biens. Également, j'évite plutôt les projets de réméré ou de refinancement parce que à partir du moment où un interlocuteur, que ce soit un particulier ou un professionnel, a de la dette, ça me paraît toujours compliqué d'apporter des liquidités là-dessus. Alors bien sûr, si c'est bien présenté, et j'ai vu le cas notamment sur la plateforme Atoa où il y a un projet de réméré qui est sorti, la présentation était super claire, ça m'a plu donc j'ai investi, mais la plupart du temps j'ai un petit peu de mal avec ce genre de projet, je préfère aller sur un projet de marchand de biens où on va apporter de la valeur, peut-être faire des travaux, rénover un bien, le revendre derrière, je trouve que ça me parle tout simplement beaucoup plus. Et enfin, je vais éviter tout ce qui est bien totalement atypique parce que c'est souvent plus difficile à lire et à analyser. Donc maintenant, après la typologie de projet, on va passer au critère numéro 3,
Donc je l'ai mis très tôt dans ce classement, c'est tout ce qui concerne les garanties et les sûretés. Donc bien sûr, avant tout, il faut investir dans un projet qui te plaît. Mais en tant qu'investisseur, tu dois absolument préserver ton capital. C'est une clé très importante et pour cela, il faut absolument, à mon sens, que tu sélectionnes des projets où il y a des garanties de type fiducie et hypothèque de premier rang. La fiducie, c'est la garantie reine numéro 1, c'est la meilleure pour moi. L'hypothèque de premier rang, c'est une garantie reine également, mais elle se situe en dessous, au deuxième niveau derrière la fiducie. Et pourquoi ces deux garanties sont très intéressantes? C'est parce que ce sont des garanties sur le bien. C'est-à-dire que si le projet se passe mal, on va récupérer le bien, on va le vendre, alors directement ou indirectement, je vais y revenir, mais en vendant le bien, du coup, on va récupérer du capital, ce qui va permettre tout simplement de nous rembourser partiellement ou totalement, et même peut-être avec les intérêts. Alors avec la fiducie, on va passer par un fiduciaire, ce qui va faciliter tout simplement les démarches pour le revendre un peu plus rapidement et éviter le process assez long d'une procédure judiciaire, ce qui est le cas pour une hypothèque de premier rang, parce que là, le process va être assez long d'une part, et d'autre part, via une hypothèque de premier rang, on va revendre le bien aux enchères et on pourrait également avoir une décote. Donc en lien avec ces deux garanties, ce qui est important également, c'est d'aller chercher une couverture supérieure à 100%. Alors ça ne veut pas dire que j'investis pas sur des projets qui ont une couverture aux alentours de 80-90%. Néanmoins, en dessous 80%, clairement, il faut éviter. Il faut plutôt chercher supérieur à 100%. Et si tu choisis une zone intermédiaire entre 80 et 90%, ce qui est important, c'est que l'argent apporté s'il y a des travaux, qu'il soit séquestré, que ça soit libéré pas à pas, ce qui fait qu'on libère une enveloppe pour les travaux, le bien prend de la valeur et donc petit à petit, même si on part d'une couverture hypothécaire à 80%, on va dépasser les 90%, les 100% très rapidement sans avoir libéré la globalité de la somme. Alors à l'inverse, ce qu'il faut éviter pour moi, c'est des projets où il y aurait uniquement une caution personnelle, une GAPD, une garantie à première demande, ou également un nantissement. C'est important parce que là, on n'a pas de garantie sur le bien, c'est des garanties sur des sociétés ou sur une personne. Et là, à mon sens, c'est beaucoup moins de sûreté vis-à-vis de ton capital. Donc les garanties et les sûretés, c'est un point clé et ça fait partie donc de mes 7 critères. Le quatrième critère, c'est les projets simples et lisibles. Donc ça, là encore, c'est mon avis personnel. Alors déjà, lisible, tout simplement, c'est d'avoir l'ensemble des données minimales pour analyser un projet. Il faut absolument avoir des plaquettes détaillées sur les plateformes. Alors pour la plupart des plateformes, j'ai l'impression que il y a un certain standard maintenant et que les plateformes apportent toutes plus ou moins les mêmes données exhaustives qui te permettent d'analyser correctement un projet, mais il reste certaines plateformes où il va manquer des données, où il n'y aura quasiment aucune information sur l'identité du porteur, voire également les sociétés qu'il a, et puis peut-être on ne va pas avoir assez aussi de photos sur le projet ou des informations sur les locataires et ce genre de choses. Donc à mon sens, c'est important d'avoir une certaine lisibilité sur les informations du projet et d'avoir une plaquette très détaillée pour ne pas avoir à perdre du temps à solliciter la plateforme. Parce que clairement, quand il manque des données, j'ai pas obligatoirement envie de passer du temps à solliciter la plateforme, à envoyer un mail au support. J'ai vraiment envie qu'ils fassent le travail en amont et qu'ils nous apportent un maximum d'éléments, ce qui de toutes les manières, sur le fond, amène de la confiance dans la plateforme. Et l'autre point également, c'est que je cherche plutôt des projets simples en allant investir sur des projets plutôt inférieurs à des collectes d'1 million, parce que j'ai constaté, notamment quand on va chercher des projets à 2 millions, 3 millions, que les projets sont bien moins clairs, c'est plus compliqué, notamment pour comprendre aussi la structure, il y a souvent des holdings, des complexités supplémentaires, alors que personnellement, vis-à-vis de mes sensibilités, je préfère un projet de marchand de biens à 500 000, 800 000, très simple, achat, revente, achat, division, revente, ou achat, travaux, revente, ça me paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus simple par rapport à mon expérience. 5e critère, on descend encore, c'est l'emplacement. C'est important d'investir dans un marché porteur, pour ne pas dire premium, et notamment pour cela, la géographie est importante. Où se situe le projet, dans quelle région, dans quel département, dans quelle commune. Je sais personnellement, quand je vois des projets dans le sud, le marché se porte vraiment bien. Même chose en Haute-Savoie, parce que là, il y a la proximité avec la Suisse, avec le lac Léman, avec Genève. Donc là, c'est un marché porteur. Également, dans les grandes villes, je suis plus en confiance d'investir dans un projet dans une grande ville, parce que je sais qu'il y aura de la demande derrière à l'achat par rapport à des communes qui sont un peu plus sinistrées, ou potentiellement des lieux-dits où il n'y a que 200-300 habitants. Là, ça mène plus de flou. L'autre point, c'est également de regarder l'environnement immédiat, les nuisances sonores, nuisances visuelles et commerce.
Autre point, c'est de regarder le prix de sortie au mètre carré. Donc ça, c'est un point essentiel en lien avec l'emplacement. Il faut absolument que le projet soit cohérent dans la stratégie de revente. Si le projet, ou du moins le porteur de projet et la plateforme se mettent d'accord pour sortir un projet avec un prix de sortie supérieur à la fourchette haute, il faut que ça soit clairement bien argumenté et bien expliqué, parce qu'il ne faut pas qu'on soit coincé à la revente. Donc c'est important de regarder cette stratégie, ce prix de sortie au mètre carré, pour qu'on soit correct, prix moyen, un petit peu plus peut-être, ça va dépendre s'il va rester des travaux ou pas. L'évolution du marché est également importante, parce que si tu sais que tu es sur un marché qui a perdu moins 10, moins 15%, et que tu vois la population également d'une commune qui baisse, là ça risque d'être compliqué. Il faudrait absolument vendre le bien en dessous du prix du marché pour arriver à clore le projet. Et enfin, tu dois regarder également l'état du bien revendu. Si c'est un bien en l'état amenant beaucoup de travaux après pour l'acquéreur, donc là il faudrait plutôt que le prix au mètre carré soit sur la fourchette basse. Comme ça, si l'acquéreur ajoute 1000 € le mètre carré, dans ce cas-là, on va se retrouver sur la fourchette moyenne, voire fourchette moyenne, fourchette haute. Et à l'inverse, si tu es sur un bien rénové, l'idéal, c'est de pas être sur la fourchette haute ou dépasser la fourchette haute, c'est d'être plutôt entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Comme ça, tu as un peu plus de cohérence pour sortir du projet. Donc l'emplacement, c'est un adage hyper important en immobilier et je t'invite vraiment à essayer de le suivre. 6e critère, il concerne le porteur de projet, parce que évidemment, au-delà du bien et du projet immobilier, il y a quelqu'un qui va le porter et c'est important d'avoir confiance dans ce porteur de projet. Le premier point, c'est d'aller chercher un opérateur expérimenté. T'as pas envie de mettre ton capital dans les mains d'un porteur de projet dont ça serait le premier projet en tant que marchand de biens. Alors bien sûr, dans certains cas, ça peut être une personne, c'est son premier projet en marchand de biens et elle a une vraie expérience derrière, moi je sais pas, professionnellement dans la promotion immobilière, ou en tant qu'artisan ou courtier en travaux, je ne sais pas, peut-être qu'elle a une longue expérience dans l'immobilier au sens large. Néanmoins, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un d'expérimenté en tant que marchand de biens, parce que automatiquement, quelqu'un qui est expérimenté, ça veut dire qu'il aura déjà fait un certain nombre de projets, qu'il aura réussi des projets, et surtout, c'est ce que j'ai mis ici, c'est qu'il aura réussi à gérer des problématiques. Et je t'assure, j'ai été confronté à de nombreuses problématiques d'artisans, de locataires, de copropriétés, de pas mal de choses, et en étant confronté automatiquement, j'ai gagné en expérience. J'ai su gérer ces problématiques et trouver les meilleures solutions. Et automatiquement, plus tu fais des projets, plus tu es confronté à ces problématiques et plus tu vas les résoudre facilement, voire même les éviter en amont. Le deuxième point concernant le porteur de projet, c'est absolument éviter des porteurs de projet qui sont très endettés via leur société. Donc pour cela, tu peux regarder le ratio capitaux propres et dette nette. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un expert dans l'analyse des bilans financiers des sociétés, mais fais vraiment attention à ce niveau-là parce qu'il y a certains porteurs de projets qui vont essayer de faire de l'effet de levier énormément, qui vont passer sur toutes les plateformes. On le voit régulièrement, il y a des porteurs de projets qui ont de nombreux projets en cours et je ne suis pas certain que ça soit un bon signal parce que s'il est dans une course toujours pour chercher des financements, c'est peut-être aussi qu'il a du mal à sortir sur ses précédents projets et avoir donc des fonds propres pour repartir sur de nouveaux. Donc attention à l'endettement, attention également donc aux projets en cours et terminés, ça c'est important de regarder notamment le track record. La plupart des plateformes mettent ces informations-là dans les plaquettes et c'est important également d'aller regarder des sites comme Hello Crowdfunding, ça te permet, même si c'est pas toujours juste, d'avoir quand même un regard sur d'éventuels projets sur d'autres plateformes parce que je le sais, je le vois régulièrement, il y a des porteurs de projets qui vont taper à toutes les portes et dès qu'ils sont plus financés sur une plateforme, ils vont sur une autre et je trouve ça un petit peu embêtant d'avoir un porteur qui a des projets en cours sur 4-5 plateformes, ça veut dire qu'il court derrière après les financements et si une plateforme ne continue pas à le financer, c'est un petit peu bizarre. Autre point, c'est de faire attention à ton exposition. Tu dois, et ça rejoint le point ci-dessus que j'ai évoqué de la diversification, évite de faire plus de 1 ou 2 projets maximum avec un porteur de projet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi personnellement, je me restreins à un projet. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller sur un deuxième, mais jamais sur un troisième. Donc attention à l'exposition. Et enfin, un point essentiel et très important sur les porteurs de projet, c'est de s'assurer qu'il y a un apport en fonds propres suffisant. Idéalement, il faudrait que ça soit supérieur à 20%. Moi, j'ai déjà vu des projets sur ces plateformes où le porteur de projet va apporter que 5-6%. Et en parallèle, de manière peu étonnante, il avait de nombreux projets en cours sur plein de plateformes. Donc là, il était un petit peu dans une course au financement. Il n'avait pas de fonds propres, il avait plein de projets en cours. Et pour moi, c'était assez inquiétant. J'ai envie, via ces fonds propres, que le porteur de projet se mouille,
investissent, et il est à noter que vis-à-vis de ces 20%, attention, parce qu'il y a une partie aussi, ça permet le financement tout simplement des intérêts de notre rémunération, et donc globalement, si tu retires 5 à 10% d'intérêt sur les 20%, ça veut dire qu'au final, il apporte que 10% réellement, donc attention à l'apport au fonds propres, et moi personnellement, j'aime beaucoup quand c'est supérieur à 20%. Et enfin, on passe au 7e et dernier critère qui va concerner la marge et les travaux. Je les ai reliés ensemble. Concernant la marge, j'aime avoir des marges supérieures à 20%. Ça m'arrive, mais rarement, d'aller sur des projets avec une marge inférieure à 20%, entre 15 et 20%. En dessous de 15%, ça m'arrive jamais. Et à plus de 20%, effectivement, tu es confiant parce que si on n'arrive pas à revendre le bien, le porteur de projet sera plus à même de baisser le prix, voilà, pour avoir que 15% de marge, voire 10% de marge, ce qui veut dire que globalement, il va quand même gagner un petit peu de l'argent sur l'opération. Alors que si tu as une marge voilà, à 10, 12, 13%, automatiquement, s'il baisse le prix de moitié, à la fin, il ne va plus rien gagner, quoi. Donc c'est vraiment embêtant pour lui. Et enfin, j'aime aussi aller vers des projets où il n'y a pas trop de travaux. Alors ça m'est arrivé ponctuellement d'aller sur des projets de promotion immobilière où il y avait tout à faire. Néanmoins, je préfère aller vers des projets où il y a peu de travaux, pas de travaux, comme ça au moins ça évite le risque. Donc voilà pour les 7 critères personnellement que j'utilise. Je voulais te rappeler également des erreurs ou des rappels très importants en crowdfunding immobilier. N'oublie pas qu'il y a un risque de perte de ton capital sur ce type d'investissement. On investit sur du crowdfunding immobilier avec un couple rendement-risque, on est sur plus de 10%, donc attention, en parallèle, ça veut dire qu'il y a du risque. Donc il faut essayer de diminuer le risque en sélectionnant au mieux tes projet. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument que tu cherches à préserver ton capital avant d'aller chercher donc des intérêts et des taux plus importants, parce que ton capital, c'est la base, c'est comme un joueur de poker. Le joueur de poker, il a sa bankroll, une somme d'argent, automatiquement, quand il va venir sur la table, il va pas faire all-in, il va pas faire tapis, il va chercher à mettre qu'une partie de son capital sur la table, et après, il va chercher donc les meilleures mains, les meilleurs projets pour tout simplement enchérir, surenchérir et faire all-in si le projet est une pépite. Autre erreur à ne pas faire, ne pas lire les plaquettes. Je le vois régulièrement sous mes vidéos, des personnes qui me disent qu'elles ne lisent pas les plaquettes, elles ne prennent pas le temps, elles regardent uniquement mes vidéos et ça, je trouve ça dommage, c'est une erreur. Autre point et erreur à éviter, c'est éviter de faire all-in sur 2-3 projets, je t'en ai déjà parlé. Attention au FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de ne pas participer à un projet parce qu'on le voit souvent, il y a une émulation sur certains projets. Tout le monde a envie d'y être et tu pourrais être embarqué vers cela alors que le projet ne te plaît pas particulièrement, mais vu qu'il y a une petite émulation, tu te dis il faut que j'y sois, je ne veux pas rater ce projet, tout le monde dit que c'est une pépite, mais toi tu n'es pas convaincu. Donc attention à cela, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation. Alors bien sûr, il y a quelques années et puis maintenant, mais attention. Également, attention à l'impatience, ça m'arrive encore régulièrement de vouloir vite investir. La situation particulière précise quand ça survient, c'est tout simplement quand j'ai des remboursements de projets. J'ai des liquidités qui s'amassent parce qu'il y a plusieurs remboursements en même temps. J'ai peut-être 2, 3, 4, 5, 6 000 euros et j'ai cette somme-là et je vois qu'elle génère plus d'intérêt. Et je me dis, il faut chercher bien sûr à réinvestir le plus rapidement possible. Néanmoins, l'erreur qui arrive dans ce cas-là, c'est faire preuve d'impatience, de regarder ce qu'il y a sur le marché, s'il n'y a que 4-5 projets, mais ils sont bons, mais ils ne sont pas exceptionnels. Donc tu vas prendre le meilleur, mais c'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux, qui va être exceptionnel. Et donc tu vas te forcer un petit peu à investir. Donc ça, il faut éviter cela. Attendre de nouveaux projets, des projets pépites et je t'assure que ça va arriver peut-être dans quelques jours, 1 ou 2 semaines, mais chaque mois, il y a de très beaux projets qui sortent. Autre erreur à ne pas faire, c'est également de cibler uniquement le taux comme critère majeur. Le taux, c'est important, mais ça reste quand même secondaire par rapport aux critères de base de sélection d'un projet. Donc voilà les erreurs que tu dois éviter. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais juste t'indiquer qu'à mon niveau, ayant quasiment investi dans 200 projets en crowdfunding immobilier depuis 2017, qu'aujourd'hui, je fais un état global chaque jour de tous les projets qui sortent, donc je publie ça sur mon groupe Telegram, mon groupe Facebook, et j'investis uniquement entre 2 à 4% en fonction des mois. J'ai refait les calculs récemment, et donc je ne cible pas tous les projets. Donc pourquoi je fais cela? C'est tout simplement pour être hyper sélectif, être confiant vis-à-vis de mes investissements, bien dormir. Également, peut-être, et je pense que ça rentre en ligne de compte, c'est éventuellement compenser mon investissement sur de vieux projets, parce qu'il y a 2-3 ans, il y a certains projets sur lesquels j'ai investi, que je n'investirai plus aujourd'hui, des projets où il n'y aurait qu'une caution personnelle, une JAPD par exemple, ou d'autres cas. Alors bien sûr, pour le moment, je n'ai jamais eu de perte définitive, mais je suis convaincu que j'en aurai, et tout simplement pour compenser ces potentielles pertes définitives qui arriveront
tôt ou tard, je cherche à être hyper sélectif sur 2 à 4% voilà, des projets qui sortent pour aller chercher les meilleurs et comme ça compenser d'éventuelles pertes qui pourraient arriver. Autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est que globalement, quand on regarde les projets qui sortent, je les qualifie tous de bons. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes voilà, sur les plateformes qui ont travaillé dans la sélection des projets. Elles ont probablement laissé 90% des projets de côté, parce que les projets ne valaient pas le coup, il n'y avait pas suffisamment de sécurité, de marge, ou j'en passe. Donc pour moi, à partir du moment où voilà, des plateformes expertes et professionnelles ont travaillé sur les projets, tous les projets qui sortent sont bons. Néanmoins, à mon niveau, en tant qu'investisseur, j'ai envie de dire intelligent, j'ai envie d'aller chercher bien sûr les meilleurs projets. Alors les pépites d'un côté, il n'y en a peut-être qu'une, 2, 3 par mois qui va vraiment cocher à 100% les 7 critères. Et si ça n'arrive pas, je vais aller sur des projets que je qualifie de très bons. Entre très bons et pépites, ça veut dire que voilà, tous les critères sont remplis, mais il y en a peut-être un, voilà, je vais dire, il y a une marge qui n'est peut-être pas à 20%, qui va être à 17, 15%, mais tout le reste du projet est tellement cohérent, le prix de sortie est bon, l'emplacement est top, le porteur est expérimenté, ce qui fait que j'y vais quand même. Et enfin, je voulais également aborder avec toi le fait que je n'ai pas parlé dans cette vidéo de commercialisation. Pour moi, ça c'est également quelque chose de secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un prix au mètre carré et un prix de sortie très cohérent, ce qui permettra que même si on est commercialisé à 100%, si le potentiel acquéreur se rétracte, parce que la plupart du temps, on n'est jamais sûr à 100% parce qu'il y a une offre, un compromis, ce genre de choses, il y a toujours des conditions suspensives qui peuvent être levées. Donc si la commercialisation saute, ce qui est vraiment plus important, c'est d'avoir un prix de sortie au mètre carré cohérent. Et également, je n'ai pas parlé d'urbanisme, mais bien entendu, il faut que tout ce qui concerne l'urbanisme soit purgé, cadré, déclaré. Donc comme ça, pas de souci là-dessus. Donc voilà concernant cette vidéo sur les critères de sélection pour analyser correctement les projets de crowdfunding immobilier. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et également tes critères de sélection. Et si tu veux aller plus loin en crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un guide complet, une formation complète sur le crowdfunding immobilier de 50 minutes. Je t'explique comment j'ai investi 250 000 € en crowdfunding immobilier et même aujourd'hui quasiment 300 000 € sur de nombreux projets, quasiment 200. Je te donne tous les avantages et les inconvénients et également les erreurs que j'ai faites et comment les éviter. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.